Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h, à la une ce soir. Dans la zone tampon de retour à la normale profite à nouveau à la libre circulation des biens et des personnes. Le trafic international des marchandises reprend ses droits dans la quiétude et la sécurité. L'intervention des forces armées royales au niveau de ce passage vital partout salué au moment où les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc versent dans des fake news que condamnent notamment les habitants de la commune territoriale Amgala, province de Smara. Le Maroc et la République de Sao Tomé-Principe explorent les moyens de développer la coopération économique. La chef de diplomatie de cet État insulaire a rencontré à Casablanca le président de la Commission Afrique de la CGEM. Plusieurs pistes ont été définies, dont de nombreux secteurs stratégiques. D'abord, ce message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI adressé aux serviteurs des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 6e anniversaire de l'allégeance. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour réitérer sa fierté des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle, unissant les deux souverains et des relations basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante, unissant les deux peuples frères, faisant part de la détermination commune de renforcer et développer ces relations dans l'intérêt des deux peuples. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, salue le sens de la mesure et de la retenue dont le Royaume du Maroc fait preuve en vue de maintenir la stabilité de la zone tampon de Guerguerat, conformément aux accords militaires établissant le cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies. Dans un message adressé à Sa Majesté le roi, le président sénégalais réitère le soutien de son pays au Royaume dans la défense de ses droits légitimes. Nous célébrons ce jeudi 19 novembre l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Laila Hasna, qui continue de se distinguer par son engagement personnel aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie que de la culture et du climat. Comme chaque année, le 19 novembre se veut l'occasion de revenir sur les activités à travers lesquelles son Altesse royale s'est grandement illustrée, marquant par son dévouement et sa passion l'histoire et la mémoire. Avec des actions et activités diverses et diversifiées, son Altesse royale fait montre d'une détermination et d'un engagement profond et inégalé qui ne cesse d'inspirer. C'est ainsi que le 29 septembre dernier, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, mettait en œuvre, lors d'un événement co-organisé sous un format virtuel par la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies à New York, l'initiative African Youth Climate Hub visant à promouvoir les idées et les solutions des jeunes Africains pour le climat, lancée par son Altesse royale, la princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Outre la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, son Altesse royale se distingue également par ses actions au service de causes nobles, le social, la culture et la bienfaisance. Au centre des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, l'opération de sécurisation de la zone tampon de Guerguerat, conformément aux hautes instructions royales. En ouverture de ces travaux, le chef du gouvernement, Saadi Latmani, a salué l'intervention pacifique des forces armées royales, un acte qu'il a qualifié de légitime et souverain, visant à mettre un terme aux agissements des milices du Polisario, menaçant le trafic dans ce passage vital pour le commerce entre le Maroc et l'Afrique. À l'ordre du jour également du Conseil, l'adoption de 3 projets de décrets portant sur le code des assurances, le régime de l'assurance maladie obligatoire et sur l'organisation du concours national d'accès à certains établissements de formation d'ingénieurs et établissements similaires, ainsi que le concours national d'accès aux établissements de formation en commerce et gestion. La libre circulation civile et commerciale reprend ses droits depuis le déblocage de Guerguerat après l'intervention des forces armées royales. Rien qu'au cours des 5 derniers jours, 27 000 tonnes de marchandises ont traversé ce poste frontière. Sur place, leur portage est de nos envoyés spéciaux Abdelghani Jbar et Abdelfatah Zouine. Un sujet commenté par Mohamed Lishkar. Le poste frontière de Guerguerat retrouve sa pleine activité. En 5 jours seulement, pas moins de 249 camions de transport de marchandises y ont transité en direction de la Mauritanie. Au moment où, dans le sens inverse, 329 camions sont entrés sur le territoire marocain via justement la zone tampon, en provenance donc de la Mauritanie.
Côté tonnage, des marchandises ayant transité en 5 jours par Guelguerat, il s'agit de 27 000 tonnes d'une valeur globale de 256 millions de dirhams. Si l'on compare les flux commerciaux durant les 5 derniers jours et 5 jours de la même période de l'année dernière, ces flux ont augmenté d'au moins 10%. Ceci est le résultat de la forte croissance que connaissent les échanges commerciaux entre le Maroc, l'Afrique et l'Europe. Ces chiffres, à eux seuls, reflètent l'importance de cet axe routier névralgique pour les échanges commerciaux sud-sud et même nord-sud, ainsi que la nécessité absolue de mettre fin aux agissements des coupeurs de route et autres miliciens de grand banditisme qui ont sévi sur la zone tampon 3 semaines durant. Il a fallu donc une opération des forces armées royales vendredi dernier sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, afin de restaurer la libre circulation au niveau de ce passage d'El Guelguerat, une opération qui s'était déroulée de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils. Guelguerat permet des échanges commerciaux dans les deux sens. 5 jours après la restauration par les forces armées royales de la libre circulation, le poste aux frontières a vu transiter 965 tonnes de marchandises diverses en provenance de pays africains. Et autres statistiques, en 2 jours, hier et avant-hier par exemple, 127 camions se sont dirigés vers le sud et 50 sont entrés au Maroc. Un passage complètement sécurisé après que nos vaillantes forces armées royales ont mis fin en provocation des milices du Polisario qui avaient entravé la circulation des biens et des personnes au niveau de ce passage frontalier reliant le royaume à sa profondeur africaine. Désormais, ce poste frontière renforce aussi le contrôle des mesures barrières en temps de pandémie. Retour à nos envoyés spéciaux à Guelguerat, un sujet commenté cette fois par Mariam Messi. Des dizaines de routiers franchissent ce matin le poste frontalier d'El Guelguerat. Aux abords de cet axe stratégique, un point de contrôle assure une traversée sécurisée des véhicules. Sécurisée et fluide, sans aucun bouchon à signaler. Je traverse la frontière en direction de la Mauritanie. Les agents de sécurité en devoir veillent sur notre sûreté. Les services de la gendarmerie royale et les douaniers sont eux aussi mobilisés. On se sent en sécurité. Prendre la route est devenu plus agréable. Le dispositif sécuritaire déployé est accueillant. Les routiers sont tous soulagés. Nous partageons la double joie, celle du retour de la libre circulation et la célébration de 65 ans de l'indépendance du royaume. Ce rétablissement de l'ordre vient mettre fin à plusieurs semaines de cafouillage, sans foi ni loi. 200 conducteurs avaient été bloqués pendant 3 semaines, leurs marchandises avariées et leurs affaires à plat. J'étais plusieurs fois victime de pillage. Plus aucun acte de banditisme ne s'est reproduit depuis l'intervention des forces armées royales. On traverse dans la totale sécurité. La zone prolongeant le poste frontière d'El Guelguerat se remet doucement des séquelles des incidents provocateurs des miliciens du Polisario. Cette zone est aujourd'hui complètement sécurisée. Elle reprend sa vocation de carrefour vital pour le flux des personnes et du commerce entre le royaume, la Mauritanie et au-delà vers les États de l'Afrique de l'Ouest. Ce retour à la normale profite donc à une reprise des différentes activités commerciales au niveau de la zone tampon prolongeant le poste frontière de Guelguerat vers la frontière mauritanienne. Sur ces images, Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie, où des dizaines de camions chargés notamment de fruits et légumes ont pu approvisionner les marchés mauritaniens et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le cas au niveau des marchés de gros de Nouadhibou, situés à moins de 40 km de Guelguerat. À Addis Abeba, le Maroc a insisté sur le respect de la légalité internationale, du bon voisinage et de la non-ingérence, de la lutte contre le séparatisme et de l'interdépendance entre paix, sécurité et développement pour une paix durable en Afrique. Lors de la réunion du comité des représentants permanents de l'UA préparatoire au
41e sommet extraordinaire de l'Union qui aura lieu le 6 décembre par visioconférence sur le thème « Faire taire les armes ». L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arouchi, a réaffirmé que la priorité de l'UA pour faire taire les armes est de mettre un terme au soutien des mouvements séparatistes et la militarisation des milices en Afrique. La démarche marocaine continue de susciter un élan international de solidarité et d'appui. Le Tchad a condamné l'obstruction par les milices du Polisario de la circulation des biens et des personnes dans la zone tampon de Guelgueret. Dans un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères, ce pays affirme suivre avec une grande préoccupation l'évolution de la situation dans la zone tampon de Guelgueret suite à l'intrusion opérée par le Front Polisario en y obstruant la circulation des biens et des personnes en dépit du cessez-le-feu établi sous l'égide des Nations Unies. Et au moment où est largement saluée au plan international l'opération de restauration de la libre circulation dans la zone tampon, les coupeurs de route chassés de cette zone véhiculent des fake news sur les réseaux sociaux, de fausses informations que les populations des zones situées à proximité des frontières condamnent avec force. Reportage à Amgala dans la province de Smara, Yus Zawatim Barkelbaz et Boukar Ben Gabrit. À Amgala, le vent du désert agite les drapeaux toujours aussi majestueux. Amgala est en marche vers le progrès, arrimé au train de développement que connaissent les provinces sahariennes. Le sable a laissé place à de nombreuses infrastructures, appelées à se développer encore davantage. Nos provinces du Sud connaissent un important développement socio-économique. Les populations vivent dans la quiétude et la sérénité. Ceci ne concerne pas uniquement les grandes agglomérations de notre Sahara, mais aussi les petites collectivités territoriales et le monde rural. À Amgala se dégage, comme vous pouvez le constater, une grande quiétude et une parfaite stabilité sur tous les plans. Cela vient contredire les mensonges véhiculés par nos ennemis. Au fil des ans, de nombreux projets ont vu le jour dans le cadre de l'amélioration des différentes prestations fournies aux populations. Nous habitons ici et tout ce qui se dit n'est que pur mensonge des ennemis de notre intégrité territoriale. Nous vivons dans la quiétude et la stabilité ici à Amgala, qui est frontalière de la Mauritanie. Pour ce qui est de Guelgueret, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce sont de fausses informations que nous condamnons. Amgala grandit. La commune enregistre de nombreux projets de développement portés sur l'aménagement des routes et trottoirs, l'éclairage public ou encore la réalisation de la station de traitement et de production d'eau potable. Amgala, rappelez-vous, avait été en 1976, il y a 44 ans, le théâtre de grandes batailles qui avaient débouché sur de cuisantes défaites des ennemis de notre intégrité territoriale. Un développement soutenu et multidimensionnel, c'est la dynamique que vivent les provinces du Sud, en particulier depuis le lancement par Sa Majesté le Roi d'un nouveau modèle de développement spécialement dédié à ces provinces. D'une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams, ce modèle a l'ambition de poser les bases d'une politique intégrée favorisant le renforcement du rayonnement du Sahara marocain comme centre économique et comme trait d'union entre le royaume et son prolongement africain. Monia Marouche. Sur ces images d'archives d'avant la Marche verte, le Sahara marocain, encore entre les mains des colons espagnols, ne disposait d'aucune infrastructure. Quelques décennies plus tard, depuis son retour à la mère patrie, les villes des provinces du Sud n'ont plus rien à envier aux autres pôles d'activité à travers le royaume. Les provinces du Sud se métamorphosent au fil des ans et s'érigent en pôle économique et touristique par excellence. Les provinces du Sud, notamment dans la région Laayoune Saqiya al-Hamra, ont connu ces dernières années un développement spectaculaire, construction des routes, édification des infrastructures portuaires et aéroportuaires, sans oublier bien évidemment les universités, les hôpitaux et les installations sportives qui ne cessent de se multiplier.
Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, les provinces du Sud ne cessent d'évoluer et de se moderniser. Vous n'avez qu'à visiter l'Ayoun, Boujdour, Smara et d'autres villes pour le constater de vos propres yeux. Les provinces du Sud sont riches par leurs ressources humaines et naturelles. Elles le sont aussi par leur potentiel en énergie renouvelable de plus en plus valorisé. Une véritable locomotive génératrice d'emplois et de développement durable intégré. Depuis que le Maroc a récupéré ses territoires sahariens, les provinces du Sud ont connu de grands projets de développement. Le citoyen sahraoui en a été le premier bénéficiaire. Le Maroc continue de faire des potentialités naturelles des provinces du Sud un moteur de développement régional et continental. La construction du port stratégique atlantique d'Akhla est l'un des projets phares qui va dynamiser davantage l'activité économique dans la région. Et parmi ces cités du sud marocain qui bénéficient de cette dynamique, l'Ayoun, chef-lieu de la région l'Ayoun, Saqi el-Hamra. En seulement quelques décennies, la ville a changé de visage. Routes, infrastructures, projets d'urbanisation. La ville prend aujourd'hui les allures d'une grande agglomération moderne, ouverte et développée. Reportage Abdel Fattah Zouine, commentaire Zakaria Mouqin Billah. Voilà à quoi ressemblait l'Ayoun il y a juste quelques décennies. Des tentes dispersées ici et là, entourées de monts sablonneux. Un mode de vie simple, basé sur l'élevage de dromadaires et le nomadisme désertique. Ce sont des images emblématiques du passé de la cité du sud marocain et de la vie de ses habitants. Ces regroupements étaient loin de toute notion d'urbanisme ou d'agglomération. Aujourd'hui, la ville a complètement changé de visage. L'Ayoun, devenue la plus grande agglomération du Sahara marocain, est une cité moderne capable de rivaliser avec d'autres villes du royaume à plusieurs niveaux. 45 ans de développement continu font de l'Ayoun un centre urbain disposant de grands et importants équipements et services sociaux et culturels. Des structures de haut standing au profit d'un développement harmonieux. L'Ayoun s'impose comme la meilleure ville dans le sud désertique, depuis les montagnes de l'Atlas jusqu'au littoral. La cité peut se targuer de potentialités sûres. Cela a été possible grâce à l'unité des Marocains pour la défense de leur territoire. La marche verte et celle du développement ont été l'œuvre de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Une noble mission poursuivie avec beaucoup de succès par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Au cœur de tout un modèle de développement, les provinces du Sud améliorent leurs équipements et leurs structures. Grâce à sa position et à ses potentialités, l'Ayoun offre de multiples possibilités de développement. Aujourd'hui, la cité dispose de l'eau potable et de l'électricité, des routes, d'aéroports et de différentes infrastructures. Le divertissement n'est pas en reste, des terrains et des structures de loisirs sont édifiés. On ne doit pas oublier les maisons de la jeunesse ou les centres d'accueil des personnes âgées. L'Ayoun offre des atouts favorables à l'investissement pour drainer les capitaux. Il y a des infrastructures de qualité, des grands boulevards et des espaces verts. Tous ces équipements permettent de réaliser des investissements majeurs dans la ville. Cela incite les jeunes à se former et à améliorer leurs revenus. Grâce à une stratégie visionnaire, la ville de l'Ayoun et les provinces du Sud bénéficient d'une croissance économique soutenue. À travers un ensemble de projets, l'objectif est de faire des provinces du Sud une destination incontournable pour les échanges entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest. L'Ayoun s'est résolument engagé sur la voie de la modernité, du développement et de la prospérité.
Le Maroc et la République de Sao Tomé et Principe consolident leur coopération économique. À Casablanca, la ministre des Affaires étrangères de cet État insulaire et le président de la Commission Afrique de la CGEM se sont entretenus à cet effet. Lors de cette entrevue, les deux parties ont également discuté des moyens à déployer pour promouvoir le partage d'expériences et d'expertise, notamment dans les domaines de la pêche, du tourisme, de l'infrastructure et des énergies renouvelables. Sarah Katir. Les moyens de renforcer l'attractivité des investissements et consolider les échanges commerciaux entre le Maroc et la République de Sao Tomé étaient à l'ordre du jour de cette rencontre à la CGEM avec la ministre sao-tomienne des Affaires étrangères, Edith Tendja. La réunion a été l'occasion d'identifier les principaux domaines de coopération, dont notamment l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et le tourisme. Le Maroc est un pays frère avec lequel on a une longue histoire de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Notre objectif principal aujourd'hui est de bénéficier du savoir-faire et de la très grande expérience du Maroc dans plusieurs secteurs. La coopération que nous avons avec ce pays, qui a démarré depuis quelques années, qui s'est renforcée dans le cadre de la COP22. Et aujourd'hui, nous allons explorer les voies et moyens de coopérer avec le secteur privé marocain pour voir comment nous pouvons contribuer aux projets structurants du pays, notamment dans le domaine des infrastructures, de la pêche et du tourisme. Les relations commerciales et économiques entre les deux pays sont marquées par la signature de deux accords, portant l'un sur la promotion et la protection réciproque des investissements et l'autre sur la non-double imposition, ce qui élimine les obstacles financiers qui peuvent restreindre le mouvement des capitaux et les échanges commerciaux entre les deux pays. À présent, le bulletin quotidien des indicateurs de la situation épidémiologique. 4559 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures. 4641 guérisons, 77 décès. Le total des cas actifs est de 48 472, dont 1048 cas graves et critiques, 141 enregistrés durant ces dernières 24 heures. 403 patients sont sous respiration artificielle, auxquels s'ajoutent 91 intubés. Les différents indicateurs montrent une très légère tendance à l'amélioration de la situation. Par exemple, le nombre total des cas actifs continue de baisser pour la 3e journée consécutive. Peut-être le début de la décrue, on l'espère. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres de l'actu à 21h avec Qaïs Mouhsine. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.